Psychologue, clinicienne, thérapeute familiale, et vous avez été vraiment pionnière dans le sujet de la nocivité des écrans. J'ai envie d'utiliser ce terme en vogue de lanceuse d'alerte. Je crois que vous avez vraiment été une lanceuse d'alerte. Ça fait des années que vous essayez d'alerter sur la nocivité des écrans, sur le développement des enfants et des adolescents. Vous êtes membre de l'ARCOM, qui est l'ex-CSA, ce qui est une bonne nouvelle. Vous êtes fondatrice du collectif Cause, qui réunit des professionnels de la petite enfance, des pédopsychiatres, des psychologues. Et tous ces professionnels de la petite enfance ont voulu partager leur expérience de terrain dans ce collectif, un petit peu comme nous, les professeurs. Nous avons eu envie, avec ENR, de partager notre expérience de terrain. C'est un collectif, comme le nôtre, qui tente de rester indépendant, qui vit notamment des affiches de prévention que vous fabriquez. Vous avez témoigné également dans un livre qui a été réédité et que j'ai vu de cette nouvelle addiction qui est celle des écrans dont on vient de parler. Et je voudrais souligner une chose qui me semble très frappante, c'est que vous avez ouvert depuis septembre dernier la première consultation addiction écran dans l'hôpital de santé mentale Georges de Maison, dans lequel vous exercez. Peut-être que vous allez nous en parler maintenant. En tout cas, merci beaucoup de venir témoigner aujourd'hui à nos assises ENR. Ça fait longtemps que j'en parle. Ce qui a changé quand même, c'est que quand j'ai commencé en 2015, 2016, je crois que c'est le premier article que j'avais réussi à faire passer dans le monde, avec des collègues, le docteur Eric Osica notamment. On était à peu près seuls sur le terrain, et aujourd'hui, Yves-Marie de Lève les Yeux et de collectif Attention a réalisé une cartographie des associations et des collectifs qui sont engagés dans des actions de prévention, d'information sans conflit d'intérêt. Aujourd'hui, on est environ 45 sur le terrain en France. Alors avec des associations qui sont spécialisées par rapport à une critique du numérique éducatif, d'autres c'est la santé, comme le collectif Cause. Mais voilà. Et finalement, ce qui nous permettra peut-être d'avancer un peu, c'est le nombre, face évidemment à l'enjeu financier que représente les GAFAM. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je continue à être là aussi, parce que vous êtes là, que je suis plus seule, et aussi parce que quand on est un professionnel de l'enfance, j'ai bien aimé le terme de professionnel de l'humain, employé tout à l'heure, si on se focalise sur cet aspect-là, quel que soit notre boulot, que ce soit de réparer l'enfant, l'enseigner, alors on tient le bon bout. Mais il ne faut pas le lâcher. Alors, donc je travaille dans le secteur public, en pédopsychiatrie, et je fais face à des symptômes de plus en plus lourds chez l'enfant et l'adolescent. Pour simplifier les choses, je vais dire que les petits, eh bien, ils sont retardés et agités, et les ados, ils sont déprimés. Alors, on va donner quelques chiffres. Un enfant sur 6 serait touché par un TND, un trouble neurodéveloppemental. Si vous êtes enseignant, vous savez ce que ça veut dire. Ça regroupe les troubles du spectre autistique, auxquels s'ajoutent les troubles 10, comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, etc. Les troubles de l'attention et les troubles du développement intellectuel. Voilà. Ces troubles neurodéveloppementaux sont caractérisés par des difficultés importantes dans plusieurs fonctions, telles que la socialisation, la communication, l'attention, le raisonnement, la mémoire ou encore les apprentissages. Citez-moi une seule de ces fonctions qui n'ait pas besoin d'un être humain pour émerger. Alors moi, je veux bien qu'on les appelle troubles. Je veux bien qu'on les appelle troubles développementaux. Mais le problème du terme neuro me gêne, parce que ça gomme la part essentielle et la seule sur laquelle on peut agir, qui est la part de l'être humain. Et quant aux adolescents, eh bien, 1 sur 2 souffre de symptômes d'anxiété ou dépressifs. 1 sur 2, c'est quand même beaucoup. 17% se déclarent envahis d'idées suicidaires. Et 1 sur 3 se déclaraient avoir été victimes de cyberviolence. Voilà. Donc, à présent, quel que soit l'endroit du monde où l'enfant ou l'adolescent vit, ville ou campagne, la famille où il grandit, pauvre ou riche, nombreuse ou monoparentale, son environnement est constitué principalement d'écrans. Il n'est plus constitué des interactions avec ses pairs, avec sa fratrie, avec ses parents, avec le monde physique qui l'entoure.
Quelques chiffres, les chiffres Ipsos 2022 du temps moyen passé par les enfants devant les écrans. Alors c'est des chiffres énormes parce qu'on a pris tout écran confondu, vous voyez, sachant qu'aujourd'hui un ado il ne va pas avoir la capacité souvent à regarder un film du début à la fin. Il faut qu'il soit avec son portable, qu'il consulte en même temps, tellement l'attention a été abîmée. Donc pour les 0-2 ans, on est à 3h11 par jour d'écran avec des besoins de sommeil de 14 heures. 3-6 ans, 3h40, besoin de sommeil 11 heures. 7-10 ans, 4h42, besoin de sommeil 10 heures. Et 11-14 ans, 8h23, avec des besoins de sommeil de 9 heures. Évidemment, qu'est-ce qui fait la différence, le doublement? C'est l'achat, l'acquisition à 11 ans, âge moyen du portable, qui fait doubler le temps d'exposition. Et 15-18 ans, 8 heures par jour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir une évaluation précise. Moi, à la consultation addiction ado-écran, la première chose que je fais lors de la première rencontre, c'est, mais je le fais aussi en CMP, hein, ça ne change pas, c'est bon, tu vas sortir ton portable, tu te rends sur le paramètre bien-être numérique ou temps d'écran, et puis on va voir ce qui se passe. Je demande la même chose évidemment aux parents, et évidemment je sors le mien, parce que je ne suis pas un ami. Il faut savoir que la consultation ont lieu tous les lundis, à 9h, donc la première heure de consultation, j'ai des ados qui ont déjà 5-6 heures. Ça veut dire la nuit. Mais je leur demande la veille, qui est toujours un dimanche, évidemment. Et là, j'ai les ados qui dépassent les 15 heures. C'est fréquent. Voilà. Donc, un des effets principaux, c'est sur le sommeil les plus graves. Et le sommeil, c'est un besoin vital. Si vous touchez au sommeil, vous touchez à toute une pyramide d'effets. Alors évidemment, nous, on n'est pas en reste. Hein. Les adultes, ils passent en moyenne 6h40 par jour connectés, environ un tiers de notre temps d'éveil. Voilà. Alors, les principaux usages, je les rappelle, c'est pour se divertir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les formats sont extrêmement addictifs. Le premier usage, c'est regarder des vidéos courtes. Ça peut être TikTok, mais ça peut être très rapide, très tôt, les shorts de vidéos, hein, mettre sur YouTube. Écouter de la musique, mais écouter de la musique, ça veut dire regarder des clips. Troisième usage, jouer à des jeux vidéo. En 15e position, je vois écouter des podcasts qui concernent en réalité 0% des 11-14 ans et 3% des 15-17 ans. Voilà. En revanche, ils sont sur les réseaux, ils sont à 90%, les 15-17 ans sont sur les réseaux sociaux et 48% déjà des 7-10 ans quand même. Alors les effets, je ne vais pas vous enfoncer encore un truc, mais les effets constatés sur les terrains, eh bien, ils sont exactement les mêmes que ceux relatés dans les études. Sauf que le terrain est plus rapide à les constater que les études. Et quand il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, ce décalage est tout à fait dommageable parce qu'il retarde les prises de décision. Et évidemment, tout est fait pour retarder les prises de décision parce que vous savez que l'enjeu financier est énorme. Je vous donne juste une étude américaine de mars 2023 qui est extraite du Journal of Psychiatric Research, l'équipe de Kwang Boku et Wang Jingyu, fait sur un échantillon de 102 740 enfants quand même. Donc, bon échantillon. 102 740 enfants de la naissance à 17 ans qui ont été suivis de 2018 à 2020. 7 différentes mesures de développement ou de comportement ont été étudiées et comparées au temps d'écran durant la semaine. Le résultat, c'est qu'un temps excessif d'écran est associé à des troubles du comportement, gamins agités, des retards de développement cognitif, déficit, des retards de langage, des troubles des apprentissages, des troubles du spectre de l'autisme et des troubles de l'attention avec hyperactivité. La causalité de l'association est fortement suggérée par un effet significatif dose-réponse. Plus ils sont exposés, plus ils vont avoir ces troubles de façon importante. Donc voilà pour le décor. Alors maintenant, je vais vous raconter rapidement, essayer de vous expliquer un peu la jeunesse et des choses que vous savez, mais prendre les choses vraiment au début pour mieux comprendre tous ces impacts en fait des écrans, d'une exposition précoce de l'enfant, avec évidemment l'interférence des écrans des parents sur le développement. Je me suis contentée, là je vais me contenter de reprendre un interview que j'avais donné pour une revue d'avocats, une revue qui a lieu sur le numérique, qui s'appelle CERD, le numéro 4, qui s'appelait « Repenser l'éducation avec le numérique ».
et ils m'ont laissé parler sans le censurer. Et il se trouve que cet article qui avait été édité en 2020, ils m'ont rappelé, ils priment, je sais pas, chaque année des articles qui ont plu, et en 2024, ils l'ont réédité avec un ajout sur les réseaux sociaux. Donc la première question, c'est pourquoi les écrans fascinent-ils autant nos enfants? Alors tout le monde en fait est fasciné par les écrans, hein, pas simplement les enfants, mais les bébés aussi, et puis les chats, les chiens. En fait, en tant que mammifère, on est naturellement attiré par tout ce qui bouge, ce qui brille et qui émet des sons. C'est un mécanisme qui vient de la nécessité d'identifier les modifications dans notre environnement immédiat et dans un but de survie. Les écrans fascinent, essentiellement parce qu'ils stimulent très fortement une compétence innée qui est l'attention réflexe. C'est-à-dire que dès que je perçois un bruit, une lumière, du mouvement, je ne peux pas faire autrement que de tourner mon regard vers cette lumière et ce son. C'est un réflexe primaire. Les écrans, s'ils sont surchargés en effets visuels, sonores, stimulent très fortement l'attention réflexe et peuvent entraver du coup la mise en place de l'attention focalisée. Je donne toujours cet exemple qui est bête, mais enfin bon, si vous êtes invité au restaurant par Tom Cruise et que derrière sa tête il y a un écran de télévision, vous êtes sûr que vous allez regarder 10 fois plus l'écran, même si c'est un match de foot ou je ne sais pas, parce que c'est comme ça. On est formaté pour regarder plus ce type de contenu. Donc voilà, le sujet oriente son regard. Donc les écrans donc, sont très chargés en effets saillants, hein, visuels, et le sujet oriente son regard vers une seule stimulation auditive ou visuelle. Lorsqu'il veut se concentrer, il se concentre donc sur une seule stimulation et doit faire abstraction des autres stimulations. L'attention focalisée, puis volontaire, est donc à la fois une centration sur une seule perception et une mise à l'écart des autres perceptions sensorielles. Mais c'est une compétence acquise, et qui ne s'acquiert pas comme ça. Et sans cette capacité, on ne peut pas penser. On ne peut pas penser. Donc dans le monde naturel, notre attention réflexe, qui fonctionne toujours hein, en parallèle avec l'attention focalisée, elle s'exerce de façon dosée. C'est-à-dire que les éléments et les êtres se meuvent avec une rapidité normale, hein, entre guillemets, pour notre cerveau. Les couleurs sont prises dans un continuum et les sons naturels, la voix, le chant des oiseaux sont modulés. Donc il y a une stimulation, si vous voulez, sensorielle à laquelle notre cerveau s'est adapté au cours de l'évolution et qui n'est pas trop excitante et va permettre au bébé de faire abstraction d'un certain nombre de ces stimulations pour se focaliser sur tel élément de son environnement pour tenter d'en comprendre le sens. Maman qui me parle, plus tard l'enseignant qui s'adresse à moi. La plupart des productions audiovisuelles actuelles, en particulier les programmes jeunesse ou tous ces shorts qui circulent sur YouTube ou sur TikTok, 7 à 21 secondes, la moyenne d'une vidéo hein, sur TikTok, vous scrollez à l'infini, 7 à 21 secondes, fabriquent, donc toutes ces productions audiovisuelles fabriquent un environnement auditif et visuel chaotique. Les sons pulsés, les mouvements ultra rapides, les couleurs très contrastées viennent stimuler de façon aberrante l'attention réflexe, gênant la mise en place d'une attention focalisée qui peut permettre l'accès au sens. Alors la question qu'on peut se poser, c'est au fond les jeux sur écran, les jeux dits éducatifs. Hein, est-ce que ça ne serait pas une nouvelle façon d'apprendre pour l'enfant et de laisser peut-être un peu de répit à l'enseignant? Alors avant toute chose, il faut savoir qu'il existe une période, évidemment vous le savez, mais je le rappelle, c'est très important, une période dite sensorimotrice qui s'étend de la naissance jusqu'à 4 ans et pendant laquelle les bases du développement cognitif vont se fixer. C'est une période fondamentale puisque c'est une période où l'enfant découvre le monde à travers la manipulation des objets qui l'entourent, il fait tomber les objets, il touche, il goûte, tout en étant guidé évidemment par la parole de ses parents qui donnent sens à ces expériences et qui va les nommer et donner un sens et l'encourager. Un enfant, si on le filme, hein, un bébé de 1 an qui tient assis, on a l'impression que c'est un fou, quoi. Il répète sans arrêt la même chose. Et c'est la répétition qui lui permet d'intégrer.
Pour accéder à la notion de quantité, l'enfant, par exemple, doit manipuler de façon répétée les objets, un bonbon pour papa, un bonbon pour maman. Il accède à la notion de causalité parce qu'il s'engage activement dans le monde, il shoot dans le ballot et celui-ci se déplace. Notion de causalité, il fait tomber l'œuf qui passe de l'état solide à l'état liquide, il accède à la notion d'irréversibilité. Donc c'est grâce réellement à un engagement physique de son corps dans le monde physique, à la répétition des mêmes gestes, qu'il intègre des notions essentielles de la science. Or, les jeux éducatifs sur écran ne permettent pas ces expériences parce qu'il n'y a que deux sens, je rappelle, qui sont sollicités, la vue et l'audition. Et souvent, d'ailleurs, de manière aberrante dans les contenus ludiques pour enfants. L'enfant donc va pouvoir acquérir certaines choses, mais il ne s'agira pas d'apprentissage, mais toujours d'automatisme. Petite illustration, vous connaissez tous ces petits qui arrivent en maternelle, qui ont eu des heures et des heures de contenu éducatif et qui ne savent pas parler, mais qui savent nommer les chiffres plus rapidement que les congénères. Voilà, s'ils disent one, enfin, ils comptent dans toutes les langues, ils peuvent compter jusqu'à 100, mais si on lui dit « donne-moi 2 bonbons », il est incapable de le faire parce qu'il n'a pas intégré la notion de quantité. Aude vous en parlera mieux que moi. Donc on ne peut pas éduquer des petits-enfants avec des écrans et c'est évidemment ce qu'on essaye de nous faire croire en installant, en proposant des écrans, des tablettes dès la maternelle. L'éducation par l'écran, elle ne peut produire que jusqu'à 6 ans au moins que des automatismes et elle ne peut pas apprendre à l'enfant à penser par lui-même. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'il faut modérer son propos en fonction de l'âge de l'enfant? Oui, évidemment, il y a une gradation. Plus le visionnage est précoce, intensif, et plus les contenus sont de mauvaise qualité, et plus c'est néfaste. Moi, j'ai dans le livre, enfin, mon alerte, elle est venue de l'état des bébés, enfin des 0-4 ans aujourd'hui, où on voit une explosion des TND, notamment des troubles dits TSA, mais qui peuvent être tout à fait suggérés, enfin créés par une exposition à des objets, à des écrans, et non plus une interaction humaine. Alors il y a une gradation, mais donc chez les enfants un peu plus âgés, les ados en particulier, il y a des troubles qui sont liés au contenu en plus. Alors il ne faut pas distinguer, comme on le fait parfois pour nos détracteurs, de dire oui, vous parlez que de la surexposition, mais ce qui compte c'est les contenus. On sait très bien que plus l'enfant est exposé, plus il va regarder des contenus de mauvaise qualité. Un enfant, c'est d'abord un imitateur, c'est-à-dire un sujet qui apprend par l'imitation. Et il est évident qu'avec une moyenne de 4h44 d'écran par jour, ça c'est les chiffres de Common Sense Media 2019, ils sont anciens, chez lui 12 ans, et 7h22 chez les 12-15 ans, une partie de la construction identitaire passe par les écrans. Donc il est urgent de savoir, de comprendre ce que l'enfant visionne, qui le lui montre et dans quel but. Et vous le savez comme moi, les programmes visionnés par les adolescents sont truffés d'ingrédients qui font marcher le monde depuis qu'il existe, à savoir le sexe et la violence. Donc ce sont des programmes dominés par la violence, l'hypersexualisation, alors que l'adolescent se trouve dans une période où il doit construire une identité sociale. Qu'est-ce qu'on peut construire quand la violence est un modèle, enfin quand la violence est une fête, on devrait dire plutôt, et qu'est-ce qu'on peut construire aussi de la relation à l'autre, la relation amoureuse, quand le sexe est montré aussi sans voile et de façon très très crue et violente surtout. Donc le modèle du rapport à l'autre enseigné par ces programmes, où on doit tuer par exemple plus de personnes, sous peine d'être tué soi-même, c'est par exemple le but de la plupart des FPS. Il faut tirer sur les autres avant qu'on tire sur vous. Le principe de Fortnite, le principe de tous les jeux FPS, First Person Shooter, dont je rappelle que les premiers à les avoir utilisés, c'est l'armée américaine pour former ses soldats à avoir des tirs létaux à 100%. Le problème, c'est quand c'est repris, évidemment, dans des jeux pour des enfants. Tuer est une fête. Et la pornographie, donc où l'on traite le corps et le corps de l'autre comme une chose, et tout ça, c'est extrêmement problématique. Alors, je suis aussi censée quand même donner des solutions. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Enfin, moi, à mon époque, mes
parents, ils savaient à peu près ce que je lisais, j'allais chercher dans la bibliothèque familiale. Après ça, voilà, aujourd'hui, les parents n'ont aucune idée de ce que l'enfant regarde. À partir du moment où il a un téléphone portable avec une connexion Internet, où il a un compte Netflix partagé, ils n'ont plus de notion du tout. Et surtout, ils ne savent pas que leur enfant regarde des choses qu'eux-mêmes n'oseraient pas voir. C'est-à-dire qu'ils voient des choses où eux-mêmes vont baisser la tête et vont se trouver mal à l'aise avec ça. Donc il faut vous informer, il faut savoir ce que l'enfant regarde pour comprendre ses peurs, ses angoisses, ce qu'il a, etc. Alors là, moi, je n'ai pas de peur, problème de faire la pub pour une appli, parce qu'il faut aller vite aussi. On n'a pas le... Il faut aller vite sur le... Il y a une appli à avoir à l'Arcom, où je suis, ils l'ont tous, hein, c'est Common Sense, c'est un site américain, c'est une appli américaine, Common Sense Media, le bon sens des médias. Vous rencontrez n'importe quel film, série, jeux vidéo, réseaux sociaux, vous avez un avis des experts, des parents, des enfants, et c'est très très précis, notamment le synopsis par exemple de la série. Et alors pour les adolescents sont fans de choses extrêmement dures, violentes, il faut tout de suite aller le voir. Je vous dis par exemple, moi j'ai travaillé pendant 3 ans presque dans une unité pour adolescents, unité d'urgence, des adolescents entre 11 et 17 ans qui, pour les filles, sont hospitalisées essentiellement pour des idées suicidaires et des tentatives de suicide majoritairement, et pour les garçons pour des crises classiques, parce que les filles classiquement internalisent le mal-être alors que les garçons l'externalisent. Et beaucoup de ces filles qui avaient des idées noires avaient repris des scénarios suicidaires des séries qu'elles avaient vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos ados, ça a toujours été ça, de se projeter à travers, de vivre à travers des modèles d'héroïnes ou de héros de livres. Mais aujourd'hui, ces héros et ces héroïnes sont dans les séries, et ces séries influencent profondément leur comportement, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être malheureux, parce qu'on a envie d'être un héros et une héroïne quand on est jeune, et si ce modèle, c'est une héroïne qui passe sa journée à se scarifier devient une position, un statut social, sans que la famille forcément là-dessus. Bon, je parle. Alors, j'ai quelques minutes juste encore. Oui. L'autre question, dernière question qui est déjà un peu abordée, est-ce qu'on peut parler d'addiction? Est-ce qu'il est pertinent parler d'addiction pour les écrans et les contenus numériques? Est-ce qu'on peut comparer un phénomène d'addiction, cigarettes, drogue et alcool? Vous savez qu'il y a un débat depuis le départ là-dessus. Alors pourquoi? On nous fait croire que c'est un débat scientifique sur la question est-ce que c'est non, scientifiquement, il faut plutôt parler d'usage problématique. Mais c'est pas ça du tout. L'enjeu, c'est un enjeu politique énorme. C'est que si on commence à dire que oui, c'est une addiction, alors qu'est-ce que ça vient foutre dans les mains d'un mineur? Vous voyez, la cigarette, l'alcool, il y a une interdiction faite aux mineurs. Les jeux d'argent, il y a une interdiction faite aux mineurs. Mais ça, les jeux vidéo, ils empruntent exactement les mêmes mécanismes que les jeux d'argent. C'est les mêmes mécanismes. Ces phénomènes de la récompense aléatoire, strictement, mais beaucoup plus subtils d'ailleurs. Ils sont dans les mains des gamins. Voyez. Donc si on commence à dire, bah oui, c'est de l'addiction, à ce moment-là, il faut une réglementation pour les protéger. Donc c'est pour ça qu'on retarde le débat. Donc oui, c'en est une, évidemment. Il n'y a pas une seconde hésitation, je le vois tous les jours. Ça se voit, parce que c'est les gamins eux-mêmes qui le disent, et ils ont tous les mêmes symptômes. Hein. Ils se disent accros. Alors bien sûr, il y a eu l'OMS qui, en juin 2018, a reconnu les jeux vidéo, les a mis dans le même groupe que les jeux d'argent. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose. Et en réalité, ils ont des pressions pour le focaliser uniquement sur le jeu vidéo, mais c'est l'ensemble. Aujourd'hui, on parle beaucoup des mécanismes d'addiction dans les réseaux sociaux en France. Mais pourquoi? Parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est une des industries phares de la culture. Voilà, la culture. En France, alors j'ai les chiffres, mais je crois que c'est 5,53 milliards d'euros, il faudra les regarder. C'est énorme le fric qu'ils engrangent. Hein. Donc ils sont présents à l'Arcom, les éditeurs, le patron des éditeurs de logiciels. Voilà. Donc moi je suis un membre bénévole, hein, voilà, mais je suis toute petite par rapport à ces mastodontes. Voilà pourquoi on ne le dit pas. Donc, dans mon livre, par exemple, j'ai repris pour un à un les critères de l'addiction qui sont posés par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, si vous voulez, la Bible des psychiatres ou des pédopsychiatres, pour voir si on peut appliquer ces critères aux jeux vidéo. Ben, tous y rentrent.
Parce qu'un enfant, un adolescent sous l'emprise d'une addiction aux écrans ne va penser qu'à ça. Il va demander quand il pourra jouer et rejouer sans cesse. Et si on commence à limiter en disant, ok, pour un enfant qui est vraiment accro, quand je vous dis accro, c'est il passe jour et ses nuits, hein, il ne va plus au collège. On lui dit d'accord, tu as le droit qu'à 1 heure par jour. Mais à ce moment-là, on fait comme avec, on est en train de faire comme avec l'alcoolique, si on lui dit, ok, bon, tu es alcoolique, mais tu sais, tu auras le droit quand même à une bouteille. Hein, on va passer de 6 à une bouteille. Mais il va penser qu'à ça, au moment où il va prendre sa bouteille. Donc il y a vraiment, il faut passer par un sevrage. Donc malgré les retardis, il revient sans cesse, la journée, le soir, la nuit. Lorsqu'on supprime les écrans, il y a un effet de sevrage. L'enfant hurle, certains peuvent s'en prendre à leurs parents, l'insultent et le frappent. Et aujourd'hui, si les parents ne retirent, les parents ils le savent bien que ça ne fait pas du bien, mais pour un enfant qui par exemple se déscolarise progressivement, ne fait plus que ça, ou à minima a moins bon résultat scolaire, pourquoi le parent ne supprime pas tout simplement à un certain moment? Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'ado. C'est que l'ado il fait 1m70, 1m80, il a peur de s'en prendre une, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais oui. C'est pas qu'il manque de preuves, c'est dit je m'en prends une. Et moi je milite pas pour qu'ils en aient pas. Hein. Voilà, moi je suis pas là, hein, je suis pas à retirer les écrans. Je milite juste pour qu'ils dorment les ados. Pour qu'ils dorment, vous voyez, parce qu'ils dorment plus. Ils ont besoin de 8 à 10 heures et on sait qu'ils dorment moins de 7 heures par semaine en moyenne. Pas ceux que je vois, hein, vos ados, nos ados, moins de 7 heures. Voilà. Moi les ados que je vois, ils sont entre 15 et 20 heures. Donc ils passent leur nuit dessus. Donc je dis juste, vous êtes parents, vous êtes responsable de ce qu'il mange, mais aussi de sa fonction de sommeil. Je dis, mais oui, je sais bien. Donc voilà, tu es d'accord pour que là, puis ça l'embête l'ado de ne pas dormir. Donc tu es bien d'accord que pour dormir, il ne faut pas regarder son portable, oui. Donc madame, monsieur, vous êtes d'accord pour lui prendre, et puis vous allez faire la même chose pour vous, vous allez tout éteindre. Et là, ça peut coincer, vous voyez, parce qu'il a peur, le parent, il flippe. Donc là aussi, hein, il y a une autorisation des rapports. Ah, on est bien d'accord, on est tous au même niveau avec nos enfants, qu'on soit parents, enfants, et ça pose un problème pour mettre des règles, évidemment. Ça, ils hurlent, ils insultent, parfois ils frappent, donc c'est plus facile de mettre des règles à un plus petit parce qu'il est plus petit, tout simplement. Un enfant, et l'autre chose, c'est qu'un enfant surexposé, à qui on enlève un écran, se retrouve en manque. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi faire d'autre parce qu'il n'a pas appris à faire autre chose. On me l'enlève, cool, je vais aller sur le livre. Mais non, pas du tout. Il n'a pas appris à lire, ou il n'a pas appris suffisamment le plaisir de la lecture. Alors ceux qui l'ont appris, ça revient, mais bon. Donc si on maintient le sevrage suffisamment longtemps, il va pouvoir effectivement s'intéresser à autre chose, mais dès que les écrans sont réintroduits, il y a rechute. Et c'est bien là aussi la preuve que c'est une addiction. Hein. C'est qu'il y a rechute dès qu'on les réintroduit. Ouais, je conclue. Donc, je conclue. Alors, la méthode que j'ai développée, c'est cette méthode des 4 pas. C'est une méthode, je vais la répéter, qui marche bien parce qu'elle est à l'échelle de la famille et qui finalement, elle s'inspire des principes qu'on prend en addictologie. En addictologie, vous ne pouvez pas soigner quelqu'un si vous ne vous intéressez pas à son environnement. Vous n'allez pas soigner une personne qui souffre de troubles alcooliques si dans l'entourage on boit, hein, ou dans le milieu professionnel, c'est très dur. Il faut s'intéresser à l'environnement, il faut que l'environnement aussi soit comme ça. Et donc cette méthode, elle vaut pour toute la famille, c'est 4 moments sans écran, pas le matin parce que c'est le moment où l'attention de l'enfant est la plus forte. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un petit dessin animé même de 9 minutes le matin, speed versus ne rien faire, eh bien ça a des effets directs sur les capacités des fonctions exécutives pour des enfants de 4-5 ans. Pas d'écran pendant les repas, puisque c'est à peu près le seul moment où parents et enfants échangent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi j'en viens à demander est-ce qu'il y a une table dans la maison pour dîner ensemble. Voilà, je ne savais pas. Pas d'écran avant de se coucher, puisque vous savez que la mélatonine, qui est une neurohormone qui permet l'endormissement, ne peut être sécrétée que si la vision n'est pas en contact, l'œil n'est pas en contact avec la lumière bleue. Hein. Et cette lumière bleue, nos écrans sont saturés. Alors que dans l'environnement normal, elle est présente entre midi et 14 heures à peu près. Hein. Lumière bleue désignant une longueur d'onde et pas la couleur. Et puis, pas dans la chambre de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, vous perdez tout contact sur le temps qu'il y passe et le contenu. Donc voilà, c'est fini. Je ne sais pas, je voudrais peut-être dire quand même juste une petite chose, parce qu'on va en reparler sur la dernière question qui m'avait été posée, c'est
Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet de santé publique tout autant qu'une question de vivre ensemble? Voilà. Quand j'ai commencé, on était à peu près seuls, enfin 2-3 sur le terrain. Aujourd'hui, on est 45, on est nombreux, 45 collectifs et associations sans conflit d'intérêts. Mais les deux associations que je ne citerai pas, qui sont plébiscitées par le gouvernement, ont des partenariats avec Google. Ça fait toute leur différence. Pour moi, entre éducation et numérique, il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Moi, je ne veux pas que ce soit les viticulteurs qui fassent la prévention de la cirrhose du foie. Je ne veux pas que ce soit les cigarettiers qui fassent la prévention du tabac. En réalité, et ça a été déjà abordé, l'industrie du numérique, avec la complicité du gouvernement, pratique une stratégie qui est très bien expliquée dans le livre de Naomi Oreskes, Les marchands du doute, concernant la cigarette, l'alcool, les pesticides, des produits avec des effets toxiques pour la santé, mais générant un maximum d'argent. Dans un premier temps, on va nier les effets secondaires du produit et chanter sous louange. C'est ce qu'on nous a fait pendant 10 ans, à peu près, 15 ans. Le numérique, c'est l'avenir de la société, c'est écologique, c'est l'outil éducatif par excellence. Et ceux qui émettent des doutes sont taxés de réac, de technophobes ou d'amiches. Dans un second temps, quand les effets toxiques commencent à se voir, quand les usagers commencent à se poser des questions, on va tenter de minimiser les risques et de taxer les esprits critiques d'alarmistes. On les accusera de créer une panique morale. Ça, c'est l'accusation souvent faite. C'est intéressant de voir qui a créé ce concept. Et enfin, dans un dernier temps, une fois que les effets toxiques sont bien visibles et connus de tous, l'industrie se charge elle-même de faire la prévention du produit qu'elle vend. C'est TikTok qui a ces messages de prévention, et moi qui suis à l'ARCOM, je peux vous dire que là, qu'est-ce qui est demandé actuellement? C'est aux créateurs de plateformes, aux dirigeants des plateformes, de eux-mêmes mettre en place des systèmes qui vont vérifier l'âge du jeune. C'est-à-dire qu'en fait, vous parliez tout à l'heure des régimes totalitaires. Comme on n'a aucune maîtrise sur ça, nous, eh bien, on en est réduit à leur demander de faire la prévention. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, en ce qui concerne les écrans, voilà, il y a un nombre considérable d'études négatives. Pour ralentir la prise de conscience, les marchands de doute, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, minimisent l'impact délétère sur les écrans. Par exemple, est avancée souvent l'idée que les écrans ont des effets négatifs uniquement sur les familles pauvres et fragiles. C'est vrai qu'elles ont c'est vrai que des familles moins informées en ont. Mais l'effet d'addiction est le même sur tous. Je déteste cet argument. Donc c'est un enjeu de santé publique, sociale, politique, et les choses ne pourront changer que lorsqu'on aura une prise de conscience suffisamment importante sur le terrain. Il faut qu'un lobby humain, citoyen, se forme contre le lobby du numérique. La loi Evin date de 91, alors que les effets du tabac étaient connus depuis 1936. Mais il y a eu tous ces prétendus experts qui ont fait barrage avec la complicité de l'État. Voilà, donc j'aimerais que pour les écrans prime la même chose, enfin qu'il y ait le même mouvement, et que prime un bon sens et surtout un intérêt surtout pour l'enfant. Merci beaucoup Sabine Duflo, je suis sûre qu'il y a quelques questions. Merci beaucoup de cet exposé vraiment passionnant. Une question, contrairement au tabac, on a quand même des externalités positives avec les écrans. Parce qu'on peut se connecter à des informations intéressantes, je leur parler d'IA, ChatGPT, pour apprendre les langues, les maths et tout, c'est extraordinaire. Tout à fait. Et attendez, je vais finir. Le problème, c'est que si on fait 0 écran, j'ai essayé avec mes élèves, ou même avec mes enfants, c'est presque impossible maintenant. Donc on est vraiment sur de la régulation dont vous parliez, mais qui est forcément à l'encontre des volontés des GAFA, TikTok et compagnie. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement un jour changera à moyen ou court terme par rapport à ça? Parce que c'est au niveau européen qu'on peut faire changer les choses. Les directives, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des propositions de loi, on rétorque qu'elles doivent être au niveau européen. Après, j'espère surtout que le gouvernement va changer. Mais
je sais pas, je pense beaucoup à des résistances locales, et qu'après ça, les lois, elles finissent toujours par entériner des pratiques qui sont déjà faites sur le terrain. Je crois aussi aux vertus de la résistance passive, enfin tranquille. Par exemple, c'était cité par Sylvie Osica dans le 93 où j'ai vécu longtemps. Il y a un collège et lycée, Blanche de Castille, pour le nommer, qui est le privé, hein, qui est le meilleur là, du coin. Et eux, ils ne s'embêtent pas, ils distribuent à l'entrée en 6e un téléphone pour appeler, juste non connecté aux élèves. Ils n'ont le droit d'utiliser que ça, jusqu'à la terminale. Ah bah ça change l'atmosphère, quoi. Lui, il ne s'est pas posé la question, vous voyez, on fait ça, puis comme ça, ils disent... Parce que parfois, c'est des choses où on se dit, je le fais, je ne me pose pas la... Il y a une injonction terroriste à l'utiliser, ce truc-là, mais qui perturbe profondément notre boulot. Je vous donnais juste un exemple aussi. Moi, je me suis retrouvée à enseigner, faire de l'enseignement pour des éducateurs jeunes enfants. C'était à Dijon. Et j'ai fait ce cours il y a 4 ans, et là, je l'ai refait de nouveau, le même. Et ils étaient tous avec les ordinateurs ouverts. Et moi, mon objectif, c'était de leur apprendre que leur job numéro 1, c'était d'être disponible pour l'enfant. C'est tout. Être disponible pour lui. Et en fait, j'ai compris très vite que, voilà. Donc, quand j'ai refait le cours, j'ai dit, non, déjà, elle s'est passé un mot, c'est un cours, on arrive... parce que la première fois, j'en avais dit, mais vous pouvez... Certains prenaient un papier, un crayon, mais ils n'avaient plus de papier, de crayon. Donc, j'ai fait passer le mot, il n'y a pas d'ordinateur, c'est interdit. Parce que moi, j'ai enseigné quelque chose qui nécessite... voilà. Donc vous amenez un crayon et du papier. Ça a tout changé, vous voyez. Donc je crois que localement, voilà. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un flic qui va venir là, la salle disant maintenant vous êtes vous êtes condamné pour utiliser un livre, du papier et du crayon, il faut continuer à le faire. Moi, je vais juste rajouter que je fais la même chose dans mes amphis. Je suis professeur à l'université, je témoignerai tout à l'heure. Mais de la même façon, aucun téléphone portable ne doit apparaître sous mon nez et aucun ordinateur ne doit être ouvert. Je suis passée pour un ayatollah auprès de mes collègues au début, il y a 5-6 ans quand j'ai commencé. Et aujourd'hui, tous envient l'enthousiasme de mes étudiants. La manière dont ils répondent, la vivacité et la vie qu'il y a dans ces amphithéâtres. Parenthèse, mais on peut le faire et maintenant d'autres collègues le font. Et ça essaime, et ça marche. Bonjour, merci pour votre exposé, je suis par ici. C'était concernant les arguments des détracteurs que vous les avez nommés pour que je sois au clair sur le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement il est souvent rétorqué que ce n'est pas l'objet qui pose problème, ce sont les usages. Donc comment on peut répondre, avec quels arguments on peut répondre. Et le deuxième aspect, vous les avez un peu cités, mais si on peut un peu développer, c'est je crois que l'étude longitudinale ELF, menée par Jonathan Bernard, je crois, de l'INSERM, qui l'a écrit dans Le Monde, que donc quand on prend en compte le contexte socio-économique de la famille, enfin le contexte général d'utilisation, l'impact des écrans est minimisé radicalement selon cette étude. Que dire en fait de l'argument, du contre-argument des usages d'une part et du contexte socio-économique des familles d'autre part? Merci. Alors, première question, vous savez qu'on a affaire à une économie de l'attention, donc l'objectif de ces GAFAM est pas vertueux, c'est de retenir l'attention de l'usager le plus longtemps possible, et pour ça, il faut qu'ils usent de stratégies, et de stratégies qui vont créer effectivement de l'addiction. Les enfants, ils ne passent pas leur journée sur publicsena.fr ou je sais pas quoi, hein. Ils passent leur journée sur ces Gulli ou YouTube Kid, et après ça, une fois qu'on vous a donné à boire du YouTube Kid ou du machin, vous êtes programmé pour scroller toute la journée sur TikTok. Parfois ils le sont directement, vous voyez. Donc c'est ça, bien sûr qu'il y a des usages magnifiques, mais encore faut-il qu'on ait posé les bases de la maison. Donc si on ne les a pas posées, voilà. Moi, je ne sais plus qui racontait, c'est Aude, je ne sais plus, ouais, tu l'as raconté. Elle avait un élève, il passait toute sa journée à regarder quelqu'un qui mange des nouilles dans un bol. C'est ça que tu as raconté? Mais moi, mais toute la journée, moi j'avais un enfant comme ça, j'en ai plusieurs, c'était
La journée, c'est des vidéos répétitives d'exactement la même chose. Regardez un gamin qui enlevait les nœuds d'un paquet cadeau, voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas... S'il y a déjà des bases qui sont là, un langage de bon niveau, la lecture qui est là, on va pouvoir avoir un usage intéressant plus tard. Mais avant, voilà, parce que la captologie, elle use, encore une fois, de recettes pour capter le plus longtemps possible l'utilisateur avec des processus éminemment addictifs. Alors, très présent dans les jeux vidéo et dans les réseaux sociaux, mais aussi tout simplement sur les formats ultra courts. Hein. Le fait du scrolling infini, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas, et il n'y en a même plus à toucher sur la page 2 pour passer à la page 3. Et puis votre autre question, c'était... Oui, alors ça c'est vrai, dans les familles plus aisées, on a aussi des parents qui sont qui regardent moins et pas les mêmes contenus. Donc moi je crois juste au rôle de modèle, c'est-à-dire que c'est pas tempéré, c'est tempéré, c'est toujours pareil par l'usage. Le parent est un modèle, si lui-même il est beaucoup sur l'ordi, mais finalement à traiter ses problèmes de boulot plutôt qu'être sur TikTok, ça va pas avoir le même effet, évidemment. On va prendre une dernière question. Je veux bien compléter, Sabine, la réponse à vos questions. La première sur les contenus, c'est toujours ce que les détracteurs nous avancent. Donc je reprends Common Sense Media, qui ont fait une très très bonne étude que je vous invite à regarder en 2020. 95% de ce que font les enfants sur les écrans, c'est vidéos, jeux vidéo, réseaux sociaux, dont 30% du porno, et seulement 5% de contenu éducatif et pédagogique. Donc il faut balayer cet argument assez vite. La deuxième sur Jonathan Bernard et son étude F, qui avait montré les impacts des écrans sur les enfants. Je rappelle que cette étude était sur des enfants nés en 2011 et les recueils ont commencé en 2013. Donc c'est-à-dire que ce sont des chiffres intéressants certes, mais complètement dépassés aujourd'hui. Et les temps que Sabine a cités, études Ipsos, sont beaucoup plus récents et c'est ceux que je donne tout le temps quand on me demande. Et donc sur l'étude de Jonathan Bernard, qui a été revisitée par un chercheur que je nommerai pas, qui fait partie de nos détracteurs, tous, c'est vraiment les marchands de doute qui essayent de casser toutes nos alertes par rapport aux écrans, c'était de décrédibiliser les résultats de l'étude sur l'impact négatif. Et donc il a voulu montrer que si on tenait compte du contexte, donc si l'écran était éducatif, regardé avec les parents et que les parents faisaient plein de sorties au musée, etc., ça minimisait l'impact négatif des écrans. Mais c'est vrai. Mais Jonathan Bernard lui-même conclut dans cette étude que si c'est minimisé, ils sont quand même bien réels et qu'il faut retenir ça. Et donc certains, vous savez, on peut interpréter comme on veut des articles et des études, ont retenu que ce qui les intéressait. Donc les écrans n'ont pas d'effet négatif, ça dépend du contexte. Et si le contexte familial est positif, il n'y a pas d'effet négatif. Il faut être extrêmement rigoureux, extrêmement prudent. Et on a une armée de petits détracteurs qui nous courent après pour essayer de décrédibiliser tout notre travail. Et c'est en partie pour ça qu'à chaque fois qu'on doit être rendez-vous au gouvernement, en contact avec des gens du gouvernement et des gens très importants, on est parfois annulé parce que sur ces motifs-là, ou bien elle ne fait pas consensus, ils ne font pas consensus, ben évidemment qu'on ne fait pas consensus. Le consensus, il est présent sur l'effet des écrans, sauf quand vous interrogez des gens qui travaillent avec les lobbies du numérique.